Ils pensent que je suis devenu un légume, un témoin silencieux de leur avidité. Quelle erreur! C'est insensé. Mon propre fils se tient là, au chevet de mon lit de réanimation, les yeux rivés sur un écran rempli de iode de luxe pendant que je lutte pour chaque bouffée d'oxygène. Meurs enfin, a-t-il sifflé entre ses dents, sans se douter que mes oreilles fonctionnent parfaitement. Jamais je n'aurais imaginé une telle cruauté. Il me voit comme un fardeau, une charge encombrante. Quell'imbecille. En tant qu'ancienne auditrice judiciaire, j'ai passé ma vie à débusquer la fraude dans les recoins les plus sombres. Et pendant qu'il s'apprête à m'expédier dans un mouroir de catégorie D, je suis déjà en train de geler mentalement tous ses futurs avoirs. Il veut ma signature. Ce qu'il va obtenir, c'est un règlement de compte d'une violence qu'il n'a pas vu venir. Le jeu ne fait que commencer. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai repris le contrôle de mon destin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ma revanche. La voix traverse la brume de morphine comme une lame de rasoir dans du papier de soie. Les établissements de catégorie D ne sont rien d'autre que des entrepôts pour morts-vivants. Christophe prononce ces mots de la même manière qu'il parlerait d'une dépréciation d'actifs. Cliniquement, sans le moindre sentiment, comme si le mot « mort » n'était qu'une simple ligne sur un bilan comptable. Je suis allongé dans mon lit à l'hôpital américain de Neuilly, mes mains d'ivoire croisées sur la soie émeraude de mon pyjama, et je ne bouge pas. Pas un tressaillement. Pas un battement de paupières. L'AVC a tenté de me démanteler, j'ai senti le processus. J'ai senti le côté gauche du monde devenir mou et gris pendant 37 secondes terrifiantes. Mais le travail n'a pas été achevé. Ce que cette attaque a fait, avec sa brutalité efficace, c'est balayer 40 ans de représentation sociale de mon système nerveux. Le bruit a disparu. Les amabilités, la patience maternelle, cette diplomatie prudente que je déployais comme un instrument financier pour gérer l'ego de Christophe depuis 5 décennies. Tout cela a été réduit en cendres. Ce qu'il reste, c'est l'auditrice. L'air de la chambre 14 sans l'ozone, l'oxygène recyclé, et en dessous, cette eau de Cologne particulière que Christophe porte depuis 20 ans, un ambre synthétique agressif qu'il a acheté parce qu'un magazine lui avait dit que cela respirait l'autorité. Cela respire le désespoir. Cela l'a toujours fait. J'aspire l'odeur par mes lèvres entr'ouvertes, je garde mes yeux bleus acier scellés derrière mes paupières, et j'écoute. L'attaque n'a fait qu'aiguiser ma concentration. À travers une fente de ma paupière gauche, à 1 millimètre d'ouverture contrôlée, le genre de précision délibérée qu'il m'a fallu des années pour perfectionner dans les salles d'interrogatoire quand je devais observer les micro-expressions d'un directeur financier sans l'alerter, je vois une lueur bleue. Ce n'est pas le moniteur cardiaque. Ce n'est pas l'affichage de la pompe à perfusion. Christophe tient son smartphone au-dessus de son visage mou et légèrement rougeaud, et la lumière qu'il projette est ce bleu froid typique des sites de luxe. Son pouce bouge avec des gestes lents, presque dévots. Il fait défiler les pages. Je saisis des fragments, une coque blanche étincelant contre les eaux numériques de la Côte d'Azur. Un pont en tech. Un prix à 7 chiffres que je ne peux pas tout à fait lire sous cet angle, mais je n'en ai pas besoin. 20 mètres, minimum. Il a toujours eu les yeux plus gros que le ventre. J'ai passé 40 ans à auditer les états financiers de sociétés dont les dirigeants croyaient en leur propre mythologie. Je me suis assise en face d'hommes qui détournaient des fonds de pension et se persuadaient qu'il s'agissait d'un simple emprunt. J'ai vu des directeurs financiers avec des montres à 40 000 € et 4 millions de dettes cachées me regarder dans les yeux en souriant. Christophe a la mâchoire de son père et mes yeux, et il joue la même comédie avec moi depuis 12 ans, glissant sa main dans mes comptes sous couvert de famille, de confiance, et tu as été si généreuse, maman. Il pense que la femme qui équilibrait les comptes des plus grandes fortunes de France ne sait pas lire le détournement écrit noir sur blanc sur son visage. Il s'est trompé. Je sais le lire comme je lis tout le reste, dans les failles entre ce qu'un homme dit et ce que les chiffres prouvent. Nous devons faire vite avant que l'hôpital ne commence à poser des questions sur une rééducation à long terme, dit-il, sa voix descendant dans ce registre particulier qu'il réserve à ses appels Bluetooth basse, conspiratrice, la voix d'un homme menant des affaires dont il ne veut aucun témoin. Il se tourne légèrement vers la fenêtre. J'ajuste mon ouverture. Il parle à Élodie. Je le devine à la façon dont ses épaules perdent 1 centimètre de leur tension défensive. Elle est la seule personne dans la vie de Christophe devant laquelle il n'a pas besoin de simuler la compétence, car elle sait déjà que sa performance n'est que du théâtre. Ils sont complices au sens le plus ancien du terme.
Deux personnes dont l'entente mutuelle repose entièrement sur ce qu'elles sont prêtes à faire pour obtenir ce qu'elles veulent. À 3 départements d'ici, murmure-t-il. Celui que le docteur Vallée a mentionné. Le ratio là-bas est... Il marque une pause, écoutant. Un mince sourire étire le coin de sa bouche, un sourire dont je me souviens depuis son adolescence, celui qui précédait chaque manipulation créative d'une règle transgressée. Exactement. La surveillance est minimale, et il faudrait des mois à son avocat ne serait-ce que pour figurer sur le calendrier des visites. À 3 départements d'ici. Surveillance minimale. Il ne choisit pas un centre de soins. Il choisit un site d'élimination. C'est mon fils. Il a grandi dans mon corps. Je lui ai appris à faire du vélo dans l'allée de notre propriété de Neuilly par un samedi matin d'octobre, et j'ai vu son visage quand il a enfin cessé de tomber, j'ai vu cette joie pure, sans mélange, et j'ai pensé. C'est pour ça que je fais tout ça, tout le travail, les années, les sacrifices, c'est pour ce visage. Je ne pleure pas. Je n'ai que faire des larmes. Je commence à dresser mon propre bilan. Les rouages de mon crâne s'enclenchent sans sentiment, sans cérémonie. Voilà ce que 40 ans d'audit judiciaire font à un esprit. Cela convertit le choc en méthodologie. Christophe imagine que mon cerveau n'émet que de l'électricité statique, comme un émetteur endommagé crachant des signaux sans importance vers un ciel mourant. Il commet une erreur profonde. Colonne mentale A, c'est passif. Le jeu, je connais l'existence du compte de jeu à Monaco depuis 2019. 3 retraits du fonds d'entretien de la propriété qu'il a camouflé avec des factures de prestataires pour des travaux jamais effectués. La société de conseil qu'il appelle Beaumont Capital Advisors qui, à ma connaissance, n'a jamais conseillé un seul client réel possédant un capital réel. L'hypothèque sur la maison de Deauville qu'il a restructurée 2 fois en 4 ans. La ligne de crédit pour laquelle il a mis en gage, je le soupçonne, des actifs qui ne lui appartiennent techniquement pas. Colonne mentale B, c'est levier. Mon patrimoine. Le trust familial Beaumont. La propriété de Neuilly, 12 pièces et son jardin, expertisé à 3,1 millions d'euros lors du dernier bilan. Et tout ce qu'il croit se trouver dans le fonds de dotation, ce fonds dont je n'ai jamais discuté avec lui. Les pneus ont crissé sur le gravier de mon allée, et le son était dissonant. J'écoutais ce crissement particulier depuis 41 ans, le broyage sourd et satisfaisant de la pierre de rivière sous les roues d'une voiture qui rentre à la maison. Mais ce n'était pas un retour au foyer. C'était un transfert. Un prisonnier que l'on déplace d'une cellule vers une autre, légèrement plus grande, avec de meilleurs rideaux et une serrure plus onéreuse. 2 brancardiers que je n'avais jamais vus de ma vie ont manœuvré mon fauteuil roulant à travers la porte d'entrée avec l'efficacité habituelle de déménageurs manipulant une horloge de parquet. Pas de nom. Aucun contact visuel. Il sentait le savon industriel et le latex. Rien qui n'appartienne à cette maison. Le hall s'est ouvert autour de moi, les plafonds de 4 mètres, les boiseries en noyer, le tapis persan que mon mari, François, avait fait venir d'Istanbul en 1987 et pendant un instant, je me suis contenté de respirer l'air ambiant. Lavande et vieux papier. L'odeur de ma vie. Christophe se tenait au pied de l'escalier, consultant sa montre. Ce n'était pas la Longines que François lui avait offerte pour ses 30 ans. C'était une nouvelle pièce, un chronographe massif et brutal qui semblait coûter plus cher qu'un semestre de scolarité pour ses propres enfants. Il n'a pas fait un pas en avant. Il n'a pas proposé une main, ou une épaule, ni même la décence d'un regard soutenu. Il a simplement incliné le menton vers les brancardiers comme on ferait un signe à un livreur, indiquant où déposer le colis. Le colis, c'était moi. Il n'a rien dit alors qu'il me faisait passer devant lui pour m'emmener dans le petit salon d'apparat. La maison m'a englouti, et Christophe a empoché son téléphone, le regard déjà ailleurs. J'ai entendu Élodie avant de la voir. Le clic doux et mesuré de ses talons sur le palier supérieur, descendant avec l'assurance tranquille d'une femme qui a déjà décidé quelles pièces sont les siennes. Elle est apparue au sommet du grand escalier dans son ensemble en cachemire beige impeccable, repassé, totalement inapproprié pour une maison en convalescence, portant une pile de mon linge de maison italien comme si elle était une employée d'hôtel préparant une suite pour un client qui n'avait pas encore libéré les lieux. Mon linge de maison italien. Du satin à 200 fils avec le monogramme M brodé à la main dans le coin, commandé dans une boutique près de Florence en 1994. François y avait insisté. Madeleine, m'avait-il dit, une maison ne respire pas si son linge n'est pas de qualité. J'ai joint mes mains sur mes genoux et je n'ai rien dit.
J'ai observé. Il s'était installé dans l'aile des invités, Christophe me l'avait confirmé lors d'une de ses visites à l'hôpital. Mais l'aile des invités n'était apparemment pas suffisante pour leur vision de l'occupation des lieux. Mon vase Ming, une pièce Céladon-Pâle achetée chez Sotheby's en 2003, avait été déplacée de la console vers une table basse près de la fenêtre, détrônée par le vide-poche en cuir de Christophe et un enchevêtrement de câbles de recharge et d'adaptateurs qui s'étendait sur la marqueterie comme du lierre envahissant. Son sac de sport, ouvert, traînait dans un coin près du fauteuil chipendal. L'occupation coloniale de ma vie était en cours depuis un certain temps déjà. Je n'arrivais que pour constater l'étendue de sa progression. Nous avons pris quelques décisions exécutives pour ton confort, Madeleine, a dit Élodie, apparaissant sur le seuil du salon avec un porte-bloc que je ne lui connaissais pas. Son ton était léger, flottant quelque part entre une responsable des ressources humaines et une hôtesse de l'air expliquant les sorties de secours. L'inflexion de quelqu'un qui annonce une nouvelle fâcheuse comme s'il s'agissait d'un cadeau. Elle m'a alors informé que Madame Lefebvre avait été remerciée. Je suis resté parfaitement immobile. 12 ans. Madame Lefebvre était à mon service depuis 12 ans. Elle savait exactement à quelle heure je prenais mon aspirine. Elle connaissait le nom des professeurs de mes petits-enfants. Elle m'avait même conduite aux urgences à 2 heures du matin, un jour où j'avais fait une réaction à un nouveau traitement pour la tension. Elle jurait entre ses dents tout en me serrant la main, me répétant que j'étais bien trop têtue pour mourir cette nuit-là. Gramercy. Le mot pesait dans ma poitrine comme une pierre jetée au fond d'un puits. Un manquement au protocole, a poursuivi Élodie. Quelque chose de vague et d'indiscutable. Je n'ai pas demandé de précision, car j'avais déjà compris la géométrie de leur plan. Madame Lefebvre aurait vu. Elle aurait remarqué. Elle aurait posé des questions, exigé des réponses et consigné ses inquiétudes de sa petite écriture précise. Elle était un témoin, elle a donc été supprimée du tableau. On m'a informé que les lignes fixes rencontraient des difficultés techniques. Il s'en occupait. Je ne devais pas m'inquiéter. J'ai noté qu'aucun technicien n'avait été appelé. J'ai noté que le portable de Christophe fonctionnait avec une clarté parfaite. J'ai noté la taille du filet qui se refermait sur moi, et je n'ai laissé filtrer aucune pensée sur mon visage. Il l'a fait avec douceur. C'est le détail qui me revient sans cesse, même à cet instant. Cette douceur. Christophe s'est accroupi près de mon fauteuil roulant avec la sollicitude feinte d'un fils jouant la comédie du soin pour un public invisible. Il a levé la main et a retiré mes lunettes de lecture à monture épaisse avec 2 doigts délicats, comme si ce geste était une faveur. « Repose tes yeux, maman, a-t-il murmuré. C'est trop de fatigue. Le monde s'est désagrégé. C'est la seule façon de le décrire. Sans mes lunettes, la pièce se dissout en une aquarelle floue dont chaque bord bave. Des formes sans définition, des visages sans expression, des documents sans texte. Je porte des verres correcteurs depuis l'âge de 9 ans. Me les enlever, c'est me ramener à un état d'impuissance qui n'a rien à voir avec l'âge. François l'avait compris. Il gardait une paire de rechanges dans chaque pièce de cette maison, dans la boîte à gants des 2 voitures, dans le tiroir de chaque table de chevet des hôtels où nous avions séjourné ensemble. Christophe a glissé les lunettes dans la poche de poitrine de sa veste de costume avec la satisfaction tranquille d'un homme venant d'accomplir une petite corvée nécessaire. Il s'est redressé. M'a tapoté l'épaule. S'est éloigné. Je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais plus voir l'heure sur la pendule au-dessus de la cheminée. Je ne pouvais plus vérifier les chiffres d'aucun document placé devant moi. Je ne pouvais plus lire les étiquettes de mes propres médicaments. Je ne pouvais plus être un témoin fiable de quoi que ce soit entre ces murs. Il ne m'avait pas attaché. Il n'en avait pas besoin. Le dossier est apparu quelques minutes plus tard. Christophe l'a ouvert sur la table basse à mon coude et a lissé la première page de la paume, le geste d'un homme présentant quelque chose de raisonnable. J'ai plissé les yeux. Le document dansait devant moi, mais je distinguais la forme générale. Un mandat de protection future portant le sceau d'un notaire que je n'avais jamais consulté, tamponné, officiel, irrévocable. En bas, là où ma signature aurait dû se trouver, il y avait une marque. Une ligne tremblante, crispée, erratique, qui ne ressemblait que très superficiellement à mon écriture, la signature de quelqu'un de sédaté, de terrifié, ou les deux. Je n'avais rien signé dans cette unité de réanimation en toute connaissance de cause. Rien. Quoi que représente cette marque, ce n'était pas l'acte éclairé et libre d'une femme en possession de ses facultés. Tout est en règle,
Maintenant, a dit Christophe. Le sourire aux lèvres minces était de retour, celui qui n'atteignait jamais ses yeux bruns. C'est juste pour s'assurer que tes affaires soient protégées pendant ta convalescence. Un mandat de protection future. J'en avais analysé suffisamment dans ma carrière judiciaire pour savoir précisément ce que ce document signifiait. Cela signifiait que Christophe pouvait prendre des décisions financières en mon nom. Qu'il pouvait liquider mes actifs. Qu'il pouvait gérer ou mal gérer tout ce que François et moi avions bâti pendant 53 ans d'une vie disciplinée, prudente et documentée. Cela signifiait que ma signature, forgée ou extorquée, venait de remettre à mon fils les clés de chaque serrure que je possédais. Il était désormais le tuteur. J'étais réduite au rang de pupille. J'ai ouvert la bouche. Ce qui en est sorti était rocailleux, un son rauque et pénible qui m'a embarrassée par sa faiblesse. J'ai marqué une pause, repris mon souffle, essayé encore. Je n'ai pas signé. Ma voix n'était plus la même depuis l'AVC. Le côté gauche de ma bouche coopérait mal sous l'effet du stress. Et ce que je voulais être une déclaration claire et nette de vérité n'a donné que 3 syllabes brisées doublées d'un sifflement. Christophe n'a pas discuté. Il n'a pas élevé la voix, n'a pas contesté le fond de mes paroles. Au lieu de cela, il a sorti son smartphone de sa poche et l'a brandi entre nous, écran vers l'extérieur, en appuyant sur enregistrer. Son pouce était délibéré, sans hâte. Regarde cette agitation, a-t-il commenté calmement. Il ne me regardait pas en disant cela. Il regardait le téléphone, comme s'il jouait pour un public absent. Élodie, tu vois ça? C'est encore la confusion du soir. Il a fait claquer sa langue, un bruit de préoccupation théâtrale. Je me suis figée. Ce fut une prise de conscience glaciale, le genre de froid qui vous traverse du crâne au sternum et laisse derrière lui un givre intérieur. Chaque mot prononcé avec colère, chaque tentative d'affirmer la réalité, chaque protestation devenait une séquence vidéo. Des métadonnées. Des preuves à présenter à un juge des tutelles par un avocat bien mis, plaidant pour une mise sous tutelle permanente. La patiente présente de la confusion, de l'agitation, ne reconnaît pas les documents exécutés et profère des accusations paranoïaques envers son soignant principal. J'allais construire ma propre cage de ma propre voix si je les laissais me provoquer. J'ai fermé la bouche. J'ai posé mes mains sur mes genoux. J'ai laissé le silence s'épaissir entre nous jusqu'à ce qu'il prenne du poids et de la texture, et j'ai soutenu son regard, ses yeux bruns, plats et calculateurs, rencontrant mes yeux bleus acier pour m'assurer qu'il voit, clairement et sans ambiguïté, que ce qui regardait derrière mon visage n'était pas de la confusion. Christophe a détourné les yeux le premier. Il a baissé le téléphone. La sonnette fut le plus beau son que j'ai entendu en 3 semaines. Elle a retenti 2 fois rapidement, la signature de Geneviève, le double carillon impatient d'une femme ayant grandi dans une famille nombreuse et sachant qu'on peut rater une seule sonnerie. J'ai entendu les talons d'Élodie sur le parquet, sa brève hésitation, puis le bruit de la chaîne que l'on retire. La voix de Geneviève l'a précédée comme un front météorologique. Je ne reste pas longtemps, j'ai juste besoin de 5 minutes avec Madeleine. Puis la porte s'est ouverte plus largement et elle était là, dans son gilet fleuri, des chrysanthèmes oranges sur fond crème. Un vêtement témoignant d'un mépris joyeux et total pour l'esthétique de cette maison, flamboyant comme un feu dans une morgue. Elle portait une boîte en métal qui sentait le citron et le sucre glace jusque dans le couloir du salon. Élodie, pour sa défense, a essayé de l'arrêter. Les ordres du médecin. Le repos complet. Peut-être qu'un autre jour serait préférable. Geneviève avait entendu des arguments plus solides de la part de gens bien plus coriaces en 67 ans de vie paroissiale active. Et elle l'avait toujours emporté. Elle a enfoncé la boîte dans le creux du bras d'Élodie et l'avait déjà dépassée avant même que cette dernière ne réalise la manœuvre. Elle est apparue sur le seuil de ma chambre et son visage, en me voyant dans ce fauteuil, s'est recomposé avec une discipline immense pour ne laisser paraître aucune horreur. Elle a traversé la pièce en scie enjambée. Geneviève s'est assise sur le bord du lit où il m'avait installé 1 heure plus tôt, couvrant mes 2 mains de la sienne. Sa paume était chaude, sèche et familière, la main d'une femme qui avait tenu la mienne lors des obsèques de François, lors de mon premier rendez-vous terrifiant en cardiologie il y a 2 ans, à travers une décennie et demie d'urgence ordinaire de l'amitié. Elle s'est penchée. Muguet, son parfum, toujours, sans variation depuis 30 ans. Elle a pressé sa joue contre mon oreille comme pour m'offrir une étreinte formelle, puis elle ne s'est pas écartée. Je t'ai apporté ton vieil ami, a-t-elle soufflé. De son sac cabas,
Elle a extrait un ours en peluche. Petit, élimé, la peluche brune usée aux oreilles par des décennies de manipulation. J'avais cet ours depuis l'enfance de ma fille Émilie, il était resté sur l'étagère de la chambre d'enfant, avait déménagé au grenier, puis avait été donné à la braderie de l'église il y a 4 ans. Geneviève l'avait sauvé de la table de vente, ou l'avait retrouvé, ou avait simplement compris qu'on en aurait besoin. Elle l'a pressé dans mes bras, et je l'ai senti immédiatement. Une résistance dure et rectangulaire cousue soigneusement dans le ventre de l'ours. Compact. Delivery. Enregistre tout, a-t-elle murmuré. Les mots n'étaient presque pas un son, une vibration contre mon oreille plus qu'une voix. Elle s'est redressée et m'a souri avec une chaleur sociale normale, le sourire d'une amie faisant une visite de routine. J'ai serré l'ours contre ma poitrine et j'ai senti le poids solide d'un enregistreur numérique contre mon sternum. Quelque chose a basculé dans mon cœur, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon premier matin en réanimation. J'avais quelque chose qui m'appartenait. J'avais quelque chose qu'il n'avait pas pris. Geneviève est repartie 20 minutes plus tard, Elodie était réapparue 2 fois à la porte avec des regards insistants vers sa montre, et j'ai regardé le gilet fleuri disparaître dans l'allée, la boîte sous le bras car Elodie s'était découvert une soudaine restriction alimentaire. Quand la porte a claqué, j'ai respiré prudemment par le nez et j'ai laissé la pièce se stabiliser autour de moi. Puis j'ai levé les yeux. J'aurais dû regarder plus tôt, mais sans mes lunettes, le plafond n'avait été qu'un flou de blanc et d'ombre, dénué de sens. Maintenant, je me concentrais avec l'effort délibéré de quelqu'un lisant un document illisible. Les moulures, le médaillon en plâtre au centre d'où pendait l'ancien luminaire, et là dans le coin, au-dessus du boîtier du détecteur de fumée, un éclat. Minuscule. Inhabitual. Un point de lumière réfléchi qui n'aurait pas dû être là. Un objectif. Ce n'était pas le détecteur de fumée. À l'intérieur, ou plutôt, remplaçant la façade du boîtier, se trouvait une de ces caméras espionnes vendues dans les catalogues de sécurité domestique ou les publicités nocturnes à la télévision. Christophe ne se contentait pas de gérer mes soins. Il archivait les preuves. Chaque visite, chaque conversation, chaque instant passé par Geneviève au bord de ce lit avait été enregistré avec une résolution suffisante pour lire sur les lèvres. Mes mains sont devenues de glace. Je n'ai pas regardé la caméra. Je n'ai laissé aucune expression trahir mon visage. J'ai remonté la couette avec les gestes lents d'une vieille femme fatiguée cherchant un peu de chaleur, glissant l'ours contre mon flanc avec ce geste absent et somnol de quelqu'un qui cherche une source de réconfort. J'ai senti l'enregistreur, dur sous la soie. J'ai arrangé la couette sur nous deux. L'ours était invisible. L'ours n'existait pas. La nuit est tombée. J'avais appris les rythmes de la maison, la façon dont les sons changeaient après 9 heures, les pas de Christophe, plus lourd après le dîner et ce qu'il restait dans la carafe de cristal du buffet, le pas mesuré d'Élodie s'éteignant plutôt lorsqu'elle se retirait avec ce qui l'aidait à dormir malgré le bruit ambiant de ses propres choix. J'ai attendu que la demeure s'installe pleinement dans son registre nocturne. Puis, j'ai laissé ma mâchoire se détendre. J'ai laissé ma respiration s'approfondir et ralentir. Au cours de 40 années de travail judiciaire, j'avais assisté à assez de dépositions et d'audiences pour comprendre les exigences théâtrales de l'inconscience. J'ai pratiqué le sommeil lourd, bouche entr'ouverte, de la personne sous sédatif. Derrière ma porte, la voix de Christophe s'est élevée, basse, dirigée vers l'escalier. J'ai entendu le timbre rocailleux d'une autre voix répondre, un homme, à la voix plus grave que celle de mon fils, portant la cadence posée de quelqu'un habitué à annoncer des chiffres dans un cadre professionnel. L'expertise est tombée, 4 millions d'euros, a dit Christophe. Un silence. L'autre voix a répondu trop bas pour que je puisse distinguer les syllabes. Il nous faut une vente rapide, a poursuivi Christophe. Sans clause suspensive. Ma mère n'est pas. Il s'est arrêté et j'ai perçu l'hésitation particulière de celui qui choisit la version la plus présentable de ce qu'il veut dire. Elle n'est pas assez stable pour une mise en vente de longue durée. Un agent immobilier. Ma maison, le domaine Beaumont, 41 ans d'une vie bâtie entre ses murs, venait de recevoir une estimation. 4 200 000 euros, et Christophe voulait une vente flash, sans condition, parce que sa mère était un obstacle dans son calendrier. J'ai gardé la mâchoire inerte. J'ai respiré. J'ai simulé le sommeil avec tous les outils à ma disposition. La trahison a ses propres textures, je l'ai appris.
Il y a d'abord le choc brutal, ce creux froid et nauséeux à l'estomac quand la compréhension arrive avant que l'esprit ne soit prêt à la recevoir. Cela s'était produit en réanimation, en regardant Christophe faire défiler des annonces de yacht alors que j'étais relié à des moniteurs mesurant les battements d'un cœur qu'il était déjà en train de dépenser. Mais ce n'était qu'un premier coup. Ceci était différent. C'était cumulatif. C'était regarder, jour après jour, le démantèlement méthodique du seul endroit où je sentais encore la présence de mon mari, là où l'air de la bibliothèque portait encore le fantôme de son tabac de pipe. Là où le comptoir de la cuisine présentait cette marque d'usure particulière laissée par 40 ans d'appui de son coude. Là où la lame du parquet devant la porte de la chambre annonçait toujours son arrivée avec le même craquement patient. Christophe liquidait l'histoire pour payer un bateau qu'il n'avait pas encore amarré. J'ai serré l'ours sous la couette jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal et que la couture s'imprime dans ma paume. J'ai respiré à travers la douleur. L'horloge de parquet dans le hall mesurait l'obscurité par intervalles précis et indifférents. Un modèle en acajou que François avait rapporté d'une vente aux enchères à Deauville en 1991. Chaque tic-tac était une petite soustraction. Je restais immobile dans mon pyjama de soie émeraude et je calculais. 72 heures. C'était la limite extrême. Le panneau, à vendre, précéderait les camions de déménagement, qui précéderait un transfert discret vers l'établissement de catégorie ayant le tarif mensuel le plus bas et le moins d'heures de visite. À ce moment-là, la maison appartiendrait à Christophe et Élodie, les comptes bancaires appartiendraient à Christophe et Élodie, et Madeleine Beaumont, auditrice judiciaire à la retraite, veuve, femme ayant bâti et défendu plus d'actifs que Christophe n'avait d'années sur cette terre, serait classée dans une chambre sentant le désinfectant industriel, catégorisée comme une dépendante, une non-partie, une ancienne personne. J'ai serré l'enregistreur contre ma poitrine et j'ai pensé à la structure des audits. À ce point de chaque examen où les irrégularités cessent d'être des anomalies isolées pour former un schéma. Quand le chiffre de la colonne a cesse d'être une erreur pour se révéler comme une intention. Quand la piste de papier cesse de bifurquer et se resserre vers une source unique. Chaque audit atteint un point d'équilibre. Le grand livre ne permet pas un déséquilibre indéfini. Je suis faible, je suis flou, et je suis un fantôme dans une maison déjà vendue dans mon dos. Mais j'étais, et je serai toujours, une auditrice. Et les auditeurs n'acceptent jamais les chiffres qu'on leur donne. Ils trouvent les vrais. La maison était silencieuse depuis 2 heures quand j'ai bougé. J'avais appris l'acoustique nocturne de ce lieu comme un prisonnier apprend l'emploi du temps des gardiens, non par anxiété, mais par pure nécessité de survie. L'horloge marquait les quarts d'heure. Les pas de Christophe à l'étage avaient cessé vers 23h30, le poids de sa démarche changeant de répartition alors qu'il s'installait au lit. Le grincement particulier du matelas dans l'aile des invités était audible à travers les vieilles boiseries de la demeure. Les bruits d'Élodie avaient cessé plus tôt. À minuit, la propriété était plongée dans son silence agité et plein de courants d'air. Ce genre de silence qui n'est jamais total, portant toujours la petite percussion d'une vieille bâtisse se contractant contre le froid. J'ai attendu 20 minutes de plus. Puis, j'ai cherché l'ordinateur portable. Ma main gauche ne coopérait pas pleinement, elle ne l'avait pas fait depuis l'AVC, la motricité fine revenant par incréments imprévisibles que mon ancien neurologue décrivait avec un optimisme prudent. Mais la mémoire musculaire loge quelque part plus profondément que la fonction volontaire, et 40 ans d'audit avaient gravé certains schémas dans mes mains. J'ai déplacé l'ordinateur de la table de chevet à la couette en 3 mouvements méticuleux, chacun contrôlé, chacun silencieux contre la soie. Mes doigts me brûlaient sous l'effort. Je ne m'en suis pas soucié. J'ai ouvert le portail du fonds de dotation Beaumont. Le compte était légitime, un fonds de dotation restreint établi en 1998 au nom de François, administré selon des directives strictes, liées à une désignation fiscale spécifique qui faisait de tout retrait non autorisé non pas une affaire civile, mais un crime pénal. J'en connaissais chaque clause, car j'avais moi-même rédigé les protocoles d'audit. J'ai navigué jusqu'à la page du solde et j'ai laissé charger. Les chiffres se sont résolus sur l'écran avec leur clarté habituelle, sans ambiguïté. Solde disponible, 842 000 €. J'ai ajusté l'angle de l'écran avec la délibération d'une femme trop fatiguée pour remarquer ce qu'elle fait, inclinée vers l'extérieur, face à la porte, la police de caractère large, propre et lisible à distance. Le chiffre brillait avec l'indifférence patiente d'une somme qui n'a jamais eu besoin de faire de publicité. J'ai croisé mes mains sous la couette. J'ai fermé les yeux. J'avais laissé la porte du coffre-fort ouverte. Je l'ai entendu avant que le parquet ne le trahisse,
un changement subtil dans la qualité du silence devant ma porte, la densité particulière de quelqu'un se tenant immobile derrière un mur. Puis la lame de bois. Puis la porte, s'ouvrant avec le soin lent et excessif de quelqu'un essayant de ne produire aucun son. Christophe est entré dans ma chambre avec l'énergie concentrée, presque contenue, d'un homme suivant une piste. J'étais déjà configuré, mâchoire détendue, respiration profonde et irrégulière, le petit affaissement musculaire de quelqu'un plongé dans un sommeil chimique. Ce n'est pas une performance difficile. Je l'avais répété pendant des jours. Il s'est arrêté de bouger. La pièce s'est figée autour de lui. J'ai senti, plus que vu, le moment où il a remarqué la lueur. Le faible éclat de l'ordinateur avait changé la température de l'air, une couleur plus chaude contre l'envers de mes paupières. Il n'a fait aucun bruit, mais sa respiration a changé. Elle est devenue plus courte. Plus rapide. Le silence s'est étiré entre nous, mince et tendu, et je l'ai suivi à travers lui. Il s'est avancé vers le lit. Pas vers moi, vers la table de chevet, vers la source de lumière, son attention attirée avec le mouvement suspendu d'un homme qui vient de voir ce qu'il n'osait espérer. J'ai gardé mon visage inerte. J'ai gardé ma respiration lente. Il s'est arrêté au bord du matelas. La lumière bleue de l'écran le baignait par le bas, et j'ai observé à travers le voile de mes cils la lueur du moniteur transformer son visage en quelque chose qui confirmait chaque calcul que j'avais fait sur l'homme qu'était devenu mon fils. Son bronzage artificiel a pris une teinte violacée et maladive sous cette lumière, cette nuance particulière de jaune qui semble pire sous les néons. Sa mâchoire était contractée. Ses yeux parcouraient l'écran avec une précision technique rapide, lisant les chiffres avec la vitesse d'un homme qui ne perd pas de temps en sentiments quand l'opportunité se présente. Il a tendu la main vers le pavé tactile. Il n'essayait pas d'être discret. C'était la partie la plus révélatrice, l'absence de prudence, l'abandon total du simulacre de réticence qui accompagnerait un homme agissant contre sa propre conscience. Il n'y avait aucune hésitation, aucune pause où une autre version de mon fils aurait pu reculer devant le gouffre. Il n'y avait que le son humide de sa respiration, légèrement accéléré, et le glissement doux de son doigt sur le pavé tactile. J'ai suivi le curseur dans le reflet de ses yeux. Transfert. Ses pupilles se sont dilatées légèrement, les pupilles de quelqu'un rencontrant une chose qu'il désire ardemment. Montant maximum. Une goutte de sueur est tombée de sa tempe sur mon linge italien. Le monogramme brodé main l'a absorbé sans se plaindre. Confirmer. Il a expiré, un son unique, involontaire, presque inaudible. Et j'ai observé son visage l'instant d'après. Le visage d'un homme qui vient de ramasser un objet dont il ne comprend pas encore le poids. Un homme qui croit avoir trouvé un raccourci et qui n'a pas encore lu les petits caractères du contrat. Il venait de commettre une fraude électronique contre un fonds de dotation à vocation caritative, une structure strictement encadrée par la loi. Les dispositions pénales en la matière ne considèrent pas les « bonnes intentions » comme une circonstance atténuante. Le fisc ne négocie jamais lorsqu'il s'agit de comptes fédéraux restreints. Et l'alerte d'audit que j'avais configurée sur le portail du fonds, installée il y a 18 mois sur les conseils de mon avocat, comme une sauvegarde standard contre tout accès non autorisé, s'était déclenchée au moment précis où son doigt avait frappé, confirmé. La piste numérique était déjà tracée. Elle brillait d'un éclat suffisant pour être vue depuis les bureaux du procureur de la République. Il a refermé l'ordinateur d'un clic sec et satisfait. La pièce est retombée dans l'obscurité, et je suis resté parfaitement immobile alors que Christophe se retirait vers la porte. Ses pas avaient une légèreté qu'il n'avait plus connue depuis le jour de son arrivée avec sa valise à roulettes et son agenda caché. La démarche spécifique d'un homme qui croit que le plus dur est derrière lui. La porte s'est refermée. Dans le noir, je me suis autorisé une seule chose. J'ai posé ma main à plat sur la couette, au-dessus de l'ours dissimulant l'enregistreur, sentant ses contours à travers les couches de soie et de rembourrage, et j'ai respiré. 842 000 € d'argent protégé venaient de glisser vers un compte désormais sous haute surveillance. Christophe était passé du civil au criminel d'un simple mouvement sur un pavé tactile. La différence entre ce qu'il était ce matin, un fils gérant le patrimoine de sa vieille mère avec un égoïsme agressif, et ce qu'il était maintenant, c'était la différence entre un litige familial et une affaire d'État. L'audit interne était terminé. L'exécution viendrait d'ailleurs. Le matin est arrivé comme arrivent souvent les mauvaises nouvelles. Sans bruit, sans annonce, sous la forme d'une personne qui a déjà décidé de ce qu'elle allait faire avant même d'entrer dans la pièce. Élodie est entrée,
non pas avec mon plateau de petit déjeuner, mais avec un rouleau de pastilles autocollantes orange fluo et un porte-bloc. Elle portait un pantalon d'ivoire et un chemisier en soie crème, ses boucles d'oreilles en perles accrochant la lumière matinale. Elle bougeait avec cette économie d'effort efficace de celle qui a déjà visualisé son itinéraire. Elle ne m'a pas regardé. Elle regardait les murs. Elle a commencé par les fusains qui flanquaient la fenêtre et 2 scènes de rue de Montmartre, intimes et délicates, achetées par François pour notre 10e anniversaire dans une galerie de la rive gauche, lors du seul voyage à Paris que nous ayons jamais fait ensemble. Il avait négocié dans son français approximatif mais chaleureux pendant 20 minutes, les avait payés moins que le prix demandé et les avait portés lui-même jusqu'à l'hôtel, refusant qu'on les emballe. Ils iront sur le mur à la maison, Madeleine. C'est là que je veux les voir. Élodie a décollé une pastille ronde, orange néon, marquée du numéro, lot 14, et l'a pressée directement sur le verre du cadre de droite. Le son fut presque imperceptible. Un petit déclic adhésif. Je l'ai catalogué. La maison de vente vient à midi, Madeleine. Essaie de garder le moral. Sa voix avait l'inflexion d'une notification de calendrier d'entreprise, une information délivrée sans chaleur ni malice, un simple transfert de données, logistique et complet. Elle est passée au mur suivant. Le rouleau d'autocollant a produit son petit bruit de déchirement caractéristique. Je suis resté immobile, à la regarder travailler. J'avais passé des décennies à l'intérieur des architectures financières des autres examinant les pistes de papier, les décisions prises en salle de conseil, signées devant notaire et archivées dans des tiroirs d'acier. Je comprenais la mécanique de la liquidation, cette façon dont les actifs finissent toujours par être réductibles à des chiffres. Je comprenais cela professionnellement. Ce que je n'avais pas compris, pas de manière viscérale ou charnelle, c'était ce qu'on ressentait quand on était soi-même l'actif en cours de liquidation. Chaque pastille était une petite amputation. L'aquarelle au-dessus du fauteuil de lecture disparut, lot 22. Le bronze sur l'étagère d'angle, une pièce d'un sculpteur que François admirait et suivait depuis des années avant de l'acquérir enfin, lot 31. Les huiles dans le couloir, les photographies, les petits objets sans importance qui portaient le poids spécifique des années accumulées, tout cela était converti, avec une efficacité glaciale, en ligne dans un catalogue d'enchères. La douleur dans mon sternum n'était pas métaphorique. C'était une pression physique, sourde et insistante, la sensation qu'on arrachait un élément structurel. Je suis resté parfaitement calme. J'ai joué la fragilité. J'ai catalogué. Le tremblement est arrivé sans prévenir. Ils font ça, les tremblements post-AVC, soudains et autoritaires, s'emparant de ma main gauche sans consultation ni excuse. Mes doigts se sont crispés contre la couette de soie en une série de contractions rapides et involontaires. Dans le mouvement, l'ours en peluche, positionné contre ma hanche gauche sous la couette, a glissé de quelques centimètres vers le bord du matelas. La réaction fut un pur réflexe. J'ai plongé. Ce n'était pas gracieux. Ce n'était pas le mouvement d'une femme clouée au lit par l'incapacité. Ce fut une brusque secousse de tout le corps vers la gauche, mon bras droit traversant mon torse, ma main s'écrasant sur le matelas juste derrière l'ours avant de le trouver et de le presser contre ma hanche avec une force qui, j'en étais consciente, était totalement incohérente avec le tableau de déclin neurologique que j'avais construit. Élodie s'est retournée. Ses yeux ont voyagé de mon visage à l'ours, puis à ma main, qui était maintenant plaquée sur la couette dans la posture spécifique de quelqu'un qui cache quelque chose plutôt que de simplement se reposer. Elle a incliné la tête d'environ 3 degrés, la micro-expression d'une femme qui vient de remarquer une anomalie et en analyse la portée. J'ai laissé ma main devenir inerte. J'ai laissé ma respiration reprendre par saccades, comme celle de quelqu'un subissant une crise neurologique. J'ai laissé mon regard devenir légèrement flou, fixant un point à 15 cm au-dessus de son épaule gauche. Le silence entre nous a duré 4 secondes. Je les ai comptés. Élodie a émis un petit son au fond de sa gorge, une fine expiration et s'est retournée vers le mur. Déclin neurologique, a-t-elle murmuré pour elle-même, d'un ton qui ressemblait à celui d'une case que l'on coche sur une liste. Elle a appliqué le lot 37 sur le bronze de l'étagère. Ma main, sous la couette, avait retrouvé l'enregistreur. Je l'ai gardé là. Christophe est revenu 1 heure plus tard, et l'homme qui est entré n'était plus celui qui jouait au fils dévoué pour la caméra de son téléphone. Cette performance-là était terminée. Ce qui a franchi la porte de ma chambre, c'était la version non censurée, celle qui existait quand les caméras étaient éteintes et le public congédié.
Il s'est tenu au pied du lit. Il a jeté une liasse de papier sur mes jambes. Ils ont atterri avec le poids solide d'un document juridique préparé par quelqu'un qui facture à l'heure, épais, agrafé, portant l'entête d'un cabinet que je ne connaissais pas. Renonciation aux droits de bénéficiaire, a-t-il dit. Pour la totalité. Il ne se penchait pas vers moi. Il ne murmurait pas avec une tendresse de façade. Il se tenait les bras légèrement écartés du corps, la posture d'un homme qui a décidé qu'il n'avait plus besoin de faire semblant de gérer une situation et qu'il pouvait simplement en dicter les termes. Tu es fatigué, maman. Le domaine est trop lourd à gérer pour toi. Il a dit cela comme on énonce une vérité météorologique. Il s'est approché du bord du lit et s'est penché sur moi, assez près pour que je sente l'odeur du gel dans ses cheveux clairsemés, assez près pour voir chaque pore de sa peau sur l'arête de son nez, assez près pour que son ombre recouvre entièrement mon visage. Si tu ne signes pas, a-t-il lâché, sa voix tombant dans un registre qui n'était pas bas par douceur, mais bas parce qu'il n'avait pas besoin de volume pour communiquer son poids. Je te fais transférer dans l'aile de soins palliatifs de cet établissement de catégorie dès demain matin. Il a laissé la phrase flotter un instant. Ils ne font pas de rééducation là-bas. Il a légèrement incliné la tête. Ils font de la morphine et du silence. L'air entre nous avait une qualité particulière, celle d'une pièce où une menace vient d'être proférée clairement, sans métaphore ni déni plausible, dans le langage spécifique de quelqu'un qui ne craint plus d'être mal compris. Il m'offrait le choix entre un effacement par étapes ou un effacement programmé. Une disparition lente ou une rapide. Il avait décidé que j'étais déjà parti, et il se contentait de me présenter les options pour la paperasse. J'ai soutenu son regard. Mon bleu acier contre son brun, et je n'ai laissé rien flancher derrière mon visage. Je l'ai regardé avec toute l'attention d'une auditrice judiciaire qui a localisé la source de l'irrégularité et qui se contente de confirmer ce qu'elle sait déjà. C'était cet homme que j'avais autrefois tenu dans mes bras. Il pesait 4 kilos, il sentait le talc et la peau neuve. Je m'étais tenu dans une chambre d'hôpital assez semblable à celle que je venais de quitter et j'avais cru, avec la conviction absolue d'une jeune mère, que l'être entre mes bras était la plus belle chose que j'ai jamais accomplie. Je m'étais trompé sur bien des choses dans ma vie. Mais je ne m'étais jamais trompé sur les chiffres. J'additionnais Christophe en cet instant, et le total n'était pas compliqué. Il s'est redressé. Il a sorti son téléphone de sa veste et l'a fait pivoter pour me montrer l'écran, avec la satisfaction d'un homme abattant une main gagnante. La photographie était en haute résolution et délibérément composée, une coque blanche profilée brillant contre le bleu impossible d'un paysage méditerranéen que j'ai identifié, avec une clarté professionnelle, comme une photo de catalogue, ou du moins une image filtrée conçue pour évoquer quelque chose de plus prestigieux qu'un quai de marina ordinaire. Le yacht faisait environ 20 mètres. Ligne moderne. Un pont en teck captant la lumière de l'après-midi. Le « Silver Lining », a dit Christophe. Il a laissé le nom planer sans fioriture, scrutant mon visage pour y déceler la moindre réaction. Il avait baptisé le bateau. Il avait donné à un vaisseau, acheté avec de l'argent public détourné, le nom du chagrin privé qu'il avait lui-même échafaudé sur les décombres de ma vie. Il m'attend à Saint-Tropez, a-t-il ajouté avec un sourire, un bruit tranchant, dénué de toute chaleur. Et tout cela grâce à ton généreux cadeau d'hier soir. Le rire qui a suivi était bref et laid. Il a résonné dans la pièce à moitié dépouillée avec une clarté singulière, ricochant sur les crochets vides où mes tableaux étaient accrochés depuis des décennies. J'ai regardé la photo du yacht. Pendant un instant, et je n'ai pas honte de le consigner ici, dans l'intimité de ce bilan, le masque de l'auditrice a glissé. Pas d'une manière qu'il puisse voir. Pas dans un mouvement de mon visage, de ma main ou de mon souffle. Mais derrière mes yeux bleus acier, dans le territoire du moi profond, j'ai ressenti la froideur spécifique d'un chagrin bien particulier. La douleur d'une femme qui a voué sa vie à la précision, à la preuve et à la vérité documentée, et qui a engendré un enfant ne croyant pas à l'existence des conséquences. Le cabinet de François. L'héritage de François. 53 ans d'une vie disciplinée, attentive, méticuleusement archivée, l'histoire précise de 2 êtres qui avaient bâti quelque chose de réel avec l'intention que cela dure. Et voici le point final. Une coque en fibre de verre amarrée dans une marina du Var, nommée avec la désinvolture d'un homme qui se croit brillant en affaires. Je me sentais petite. Je ressentais la fragilité particulière de mes 78 ans, de mon état post-AVC, privé de mes lunettes, privé de mon infirmière, enfermé entre des murs qui porteraient son nom sur un acte de propriété avant la fin de la semaine. J'ai ressenti,
brièvement et totalement, le poids de ce qui m'avait été arraché. La honte était une spirale épaisse dans mes entrailles, et ce n'était pas ma honte, mais elle siégeait en moi comme si elle l'était. Christophe a éteint le plafonnier. La pièce a sombré dans le gris spécifique des fins de soirée filtrées par les rideaux. Il s'est tenu sur le seuil un instant, une silhouette, la forme d'un homme qui a achevé sa journée de travail et se montre satisfait de sa progression. Réfléchis bien d'ici demain. Il a posé la main sur la poignée. Le notaire arrive à 8 heures. La porte s'est fermée. La serrure s'est enclenchée avec un déclic qui fut, à sa manière, le son le plus honnête qu'il ait produit depuis son arrivée. Je suis resté allongé dans l'obscurité grise, et j'ai respiré. Ma main a trouvé l'ours en peluche. J'ai pressé l'enregistreur contre ma paume à travers la soie et le rembourrage. Je l'ai tenu fermement, et j'ai laissé mon esprit faire ce qu'il fait de mieux, suivre l'argent. Les 842 000 € avaient quitté le fonds de dotation Beaumont pour rejoindre le compte désigné par Christophe. Ce que Christophe ignorait, ce que personne n'ayant pas passé 40 ans dans l'administration des trusts restreints n'aurait de raison de savoir, c'est que ce fonds n'était pas un actif personnel. Ce n'était pas une réserve de capital liquide appartenant à Madeleine Beaumont dont on pouvait s'approprier par un mandat de protection future, qu'il soit contesté ou non. C'était un fonds de dotation restreint, doté d'un statut fiscal spécifique, et d'une alerte d'audit silencieuse configurée pour notifier l'administrateur du fonds et la cellule anti-blanchiment de la banque dès qu'un transfert non autorisé dépassait 50 000 €. Christophe avait pris 842 000 €. Il n'avait pas pris mon argent. Il avait pris de l'argent public, de l'argent protégé par l'État. Il avait pris de l'argent auquel était attaché un fil long, solide, parfaitement documenté, remontant directement à la brigade financière et au procureur de la République. Il pensait avoir gagné. Il pensait que ces 800 000 € étaient le prix d'une guerre qu'il avait déclarée terminée. Il n'avait aucune idée du nœud coulant qu'il venait de se passer autour du cou. Je suis resté là, sentant l'appareil dans ma main, le poids de la voix de Geneviève, des inventaires dictés par Élodie, de la menace explicite de Christophe proférée à quelques centimètres de mon visage, et j'ai pensé au notaire qui viendrait à 8 heures. Il ne trouverait pas ce qu'il attendait. Mais ce règlement de compte était pour demain. Ce soir, les comptes étaient presque équilibrés. Le soleil s'est levé sur la ligne d'arbres de Neuilly avec l'indifférence tranquille d'un processus qui n'a besoin d'aucune permission. Je l'ai observé depuis mon lit, les ombres longues et tranchantes qu'il jetait sur la soie émeraude, la façon dont il modifiait la géométrie de la pièce par degrés, remplaçant le gris de l'aube par un or froid et précis qui n'avait rien de chaleureux à cette heure. Une lumière d'hiver. Lucide et sans sentiment. Je n'avais pas dormi. Je n'en avais pas eu besoin. Il existe un état que les auditeurs expérimentés connaissent bien, non pas de l'excitation, qui est trop électrique, trop instable pour être utile, mais quelque chose de plus froid et de plus durable. Une sorte de clarté glaciale qui s'installe quand l'examen est achevé, quand chaque chiffre a été tracé jusqu'à sa source, quand chaque irrégularité a été documentée et que les conclusions se sont ordonnées avec une inévitabilité mathématique. Le travail est fait. Les conclusions existent. Il ne reste plus qu'à présenter les résultats. Je me suis assise. Pas le redressement assisté, précautionneux, gérant mes limites, comme ces 3 dernières semaines. Je me suis redressée comme je l'avais fait chaque matin pendant 5 décennies, avec la colonne vertébrale rigide d'une femme qui ne négocie pas avec sa posture. La mère fragile n'était qu'une performance. La performance avait servi son dessein, et elle était terminée. La neuropathie dans ma main gauche était bien là, comme elle le serait chaque matin pour le restant de mes jours. Je l'ai actée et mise de côté. Je n'étais pas une patiente ce matin. J'étais une auditrice de clôture. La pilule empoisonnée avait été avalée. La toxine circulait déjà dans le système vers le cœur. Tout ce qu'il restait à faire, c'est la propre voix de Christophe a empli la pièce. La qualité de l'enregistrement était parfaite, l'appareil fourni par Geneviève n'était pas un gadget de grande consommation, mais un instrument professionnel. Chaque mot était là. Chaque inflexion, chaque pause, chaque menace calibrée proférée à 50 centimètres de mon visage était rendue avec la fidélité d'une déposition judiciaire. Un petit gribouillis, maman. Pour ta propre protection. La main du notaire s'est arrêtée. Totalement. Figé dans la posture arrêtée d'un professionnel assermenté dont l'esprit vient d'effectuer une évaluation rapide et très défavorable de sa situation actuelle. Je te fais transférer dans l'aile de soins palliatifs dès demain matin.
Ils ne font pas de rééducation là-bas. Ils font de la morphine et du silence. J'ai laissé le silence après l'enregistrement s'étendre. Il a fallu environ 4 secondes pour qu'il occupe pleinement la pièce, pour qu'il s'installe dans les coins, contre le plafond et dans l'espace entre les yeux de Christophe et les miens. Son sourire aux lèvres minces n'a pas seulement disparu. Il a tourné. Les éléments qui le composaient, le mouvement forcé des commissures, la crispation de la mâchoire qui simulait la confiance depuis 3 semaines, se sont effondrés avec la dissolution asymétrique d'une expression qui n'a plus d'objet. Il ressemblait, brièvement, à un homme qui vient d'entendre le verdict tomber. Tu as toujours été un piètre étudiant en finance, Christophe. Ma voix était stable. Chronique. La voix que j'avais utilisée dans les tribunaux pendant 2 décennies pour livrer des conclusions à des juges exigeant de la précision plutôt que du drame. J'ai ancré mon regard dans le sien. Le fonds de dotation Beaumont n'est pas un compte personnel. Ce n'est pas un compte courant, pas un compte d'épargne, pas un fonds discrétionnaire accessible par un mandat de protection future, qu'il soit forgé, extorqué ou autre. J'ai laissé le qualificatif tomber sans insister, il n'en avait pas besoin. C'est une structure caritative restreinte, établie en 1998, avec un conseil d'administration indépendant et un statut fiscal lié à des conditions d'utilisation extrêmement strictes enregistrées auprès de la préfecture et du fisc. Il a ouvert la bouche. J'ai continué. Lorsque tu as transféré ces 842 000 € vers ton compte personnel pour l'achat d'un bateau de plaisance, tu n'as pas profité d'une faille juridique. Tu n'as pas non plus trouvé une erreur dans l'administration de mes biens. J'ai marqué une pause, le temps exact nécessaire pour laisser cette idée s'installer avant de la balayer. Tu as contourné tous les contrôles internes d'une entité caritative régie par l'État et tu as commis un détournement de fonds ainsi qu'une fraude électronique, des délits lourdement sanctionnés par le Code pénal. Le notaire a fait un pas en arrière. Je l'ai noté en périphérie et j'ai reporté toute mon attention sur mon fils. Tu n'as pas trouvé de raccourci, Christophe. J'ai ancré mon regard dans le sien. Tu as passé la tête dans un nœud coulant. Des gouttes de sueur sont apparues sur son front, pas cette sueur sociale et feinte d'un homme qui veut paraître affecté, mais la sueur froide et involontaire d'un corps dont le système nerveux vient de classer une information comme une menace vitale. Une perle unique s'est formée à la racine de ses cheveux, traçant un sillage l'envers ses sourcils. Ce compte est placé sous surveillance, zone rouge, ai-je poursuivi. Il l'est depuis 2019, sur recommandation du conseil juridique du fonds, précisément parce que son importance et sa désignation en font une cible pour le genre de transfert frauduleux que tu as exécuté hier soir à 23h47. Je lui ai donné l'eurodatage exact. Les gens sous-estiment toujours le poids psychologique d'une précision temporelle. À la seconde où tu as cliqué sur « Confirmer », une alerte d'audit silencieuse a été déclenchée et transmise simultanément à l'administrateur, à la cellule anti-blanchiment de la banque et au bureau du procureur de la République. Ils n'attendent pas le café du matin pour agir, Christophe. Ils ont des protocoles. Et ces protocoles étaient déjà en mouvement avant même que tu ne rejoignes tes appartements dans l'aile des invités. Il était devenu totalement livide. Ce parvenu, cet homme imbu de lui-même dans son costume de créateur et son chronographe de luxe. Tout son être s'était contracté dans la posture immobile d'un animal réalisant soudain que le terrain sur lequel il se croit roi est en fait un piège. Il commençait enfin à comprendre la géographie de son désastre. Le yacht, ai-je dit. J'ai laissé un court silence avant de continuer, non par effet théâtral, bien que cela en eût l'air, mais parce que la phrase l'exigeait. Certains faits demandent un temps de préparation pour que leur impact soit total. Le silver lining. En termes juridiques, ce vaisseau est désormais un produit du crime. Un actif acheté avec les revenus d'un délit pénal n'est pas seulement sujet à saisie. Il ne peut être ni conservé, ni transféré, ni protégé par une quelconque procédure de sauvegarde ou de faillite. La dette non effaçable liée à cette transaction te suivra, majorée des intérêts légaux et des amendes pénales laissées à la discrétion de la justice, pour le restant de ta vie professionnelle. Je l'ai laissé assimiler la trajectoire de cette sentence, cette longue pente descendante dont il ne pouvait apercevoir la fin. Tu voulais un bateau. J'ai posé l'enregistreur avec soin sur la table de chevet, mes mouvements mesurés et délibérés. Tu as obtenu une mise en examen. Le sang avait quitté son visage par paliers successifs, d'abord le teint, puis les lèvres, et maintenant le contour des yeux, laissant une peau d'une translucidité presque spectrale, le blanc gris d'un homme dont le système cardiovasculaire redirigeait l'énergie loin de la surface. Il a regardé ses mains.
C'étaient les mains d'un homme qui mesurait déjà mentalement la circonférence de menottes. J'ai glissé ma main sous mon oreiller. Mes lunettes de lecture à monture épaisse étaient exactement là où je les avais placées à 3 heures du matin, après les avoir récupérées dans la poche de la veste de Christophe. Il l'avait jetée sur le fauteuil du couloir avec la confiance arrogante de celui qui est certain que la personne la plus intéressée par son contenu est incapable de marcher seule jusqu'au bout de la maison. Il s'était trompé, comme il s'était trompé sur tant d'autres choses. J'ai glissé les lunettes sur mon nez. Le monde s'est remis au point avec le déclic satisfaisant d'une mise au foyer retrouvée. Les contours sont redevenus nets, le texte lisible, les visages ont retrouvé leur définition. Les fils fins du revers de Christophe sont passés d'un flou gris à la vision précise de l'usure d'un costume sur mesure qui n'avait pas été traité avec le soin dû à son prix. La panique dans ses pupilles était désormais parfaitement lisible. La dilatation, le micro-mouvement des yeux effectuant des calculs rapides et inutiles. L'auditrice était de retour aux affaires. Le monde flou avait laissé place aux données brutes et froides, et il n'y avait plus un seul chiffre devant moi que je ne pouvais déchiffrer. Le carillon de l'entrée a retenti. La tête de Christophe a pivoté vers le son avec le réflexe désespéré d'un homme cherchant une sortie et ne trouvant qu'une nouvelle menace. Geneviève est apparue sur le seuil de la chambre dans son gilet aux chrysanthèmes orange, flamboyante, radieuse, absolument pas impressionnée par l'atmosphère de naufrage qui régnait dans la pièce. Elle portait le vieil ours sous le bras et arborait cette expression résolue que je lui connaissais depuis 30 ans, celle qu'elle prenait lorsqu'un marguillier tentait de rogner sur les fonds de la paroisse. À ses côtés se tenait un homme en costume bleu marine, portant une mallette dont l'aspect sobre et un peu usé trahissait le professionnel qui travaille depuis trop longtemps pour avoir besoin d'épater la galerie. « Je te présente Maître Henderson, » ai-je dit. « Mon avocat. » La bouche de Christophe s'est entr'ouverte. Maître Henderson s'occupe de mes intérêts depuis 16 ans. Il a été informé de la situation ici il y a environ 72 heures, au moment où j'ai demandé à Geneviève de le contacter. Ce qu'il tient à la main est une révocation formelle du mandat de protection future, exécuté avec toute la documentation prouvant la coercition et la manipulation médicale utilisées pour obtenir l'acte original. Le tout a été attesté par 2 témoins indépendants et certifié par un notaire qui n'a jamais rencontré mon fils et n'a donc aucune difficulté à apposer son sceau sur des documents véridiques. Le petit notaire en gilet marron se dirigeait déjà vers la porte avec la célérité prudente d'un homme ayant compris que son intégrité professionnelle se porterait mieux en s'éloignant de cette pièce. Geneviève a croisé mon regard par-dessus ses lunettes et m'a lancé un clin d'œil décisif, un clin d'œil de 67 ans d'expérience qui contenait plus de satisfaction que n'importe quel discours. Maître Henderson n'était pas un homme de grands mots. En 16 ans, il n'avait jamais traité le langage comme un spectacle. Il est entré dans la chambre, a posé sa mallette sur la commode avec l'aisance de celui pour qui chaque surface est un bureau potentiel, et a produit 2 dossiers avec une efficacité redoutable. Des avis d'expulsion, a-t-il déclaré. À effet immédiat. Il a tendu un exemplaire à Christophe et a brandi le second vers la porte, où Élodie venait de se matérialiser, attirée, sans doute, par le bruit de la déroute professionnelle de son mari. Ses perles accrochaient la lumière, mais son brushing impeccable semblait soudain beaucoup moins rigide que la veille. Nous disposons de preuves documentées d'abus de faiblesse, de coercition sous la contrainte, de fraude financière et de détournement de biens, a poursuivi Maître Henderson. Sa voix avait la neutralité d'un juge lisant un attendu de justice. Vous avez 60 minutes pour quitter les lieux. Passé ce délai, l'huissier de justice, assisté de la force publique, procédera à l'évacuation de tout ce que vous n'aurez pas emporté. La mâchoire d'Élodie s'est décrochée. Le calme clinique qu'il avait porté pendant 3 semaines, ce visage neutre, cette précision d'expert comptable dans le démantèlement de mon foyer, cette absence totale de sentiments s'est brisée. Pas progressivement. Brutalement, comme une vitre sous un impact précis, révélant en un instant le vide derrière la façade. Ce qui est apparu sous cette beauté figée était un choc pur, mêlé à ce que l'on pourrait appeler, chez quelqu'un de plus conscient, le premier frisson de la responsabilité. Les sirènes ont commencé au loin, une pulsation rythmique et basse qui pénètre l'oreille avant que l'esprit ne l'identifie. Je les entendais alors qu'Élodie parlait encore, bafouillant quelque chose à propos de ses perles, de ce qui lui appartenait, d'un avocat qu'elle comptait appeler, un plan qui n'avait plus aucune valeur face à une enquête criminelle imminente. Le son s'est amplifié. Les véhicules se sont engagés dans l'allée avec l'assurance tranquille de ceux qui n'ont pas besoin de permission.
Le téléphone de Christophe s'est mis à vibrer. Pas une seule fois, mais en continu, selon un schéma répétitif et insistant, les appels entrants arrivant plus vite qu'il ne pouvait les rejeter. Il regardait l'écran avec l'expression d'un homme voyant une structure qu'il croyait solide révélée, en temps réel, qu'elle ne l'était pas. La banque. Ses associés de son prétendu cabinet de conseil, qui devait à cette heure découvrir que les comptes partagés avec lui avaient été signalés dans le cadre d'une enquête pour fraude et que l'accès en avait été restreint en attendant un examen judiciaire. Tout l'écosystème professionnel que Christophe avait cultivé, les courtiers en yacht, les clients investisseurs, les relations mondaines maintenues à une certaine altitude, recevaient la même nouvelle simultanément, délivrée par les protocoles de notification automatisés du système bancaire. Il a levé les yeux de son téléphone. Il m'a regardé. Sa bouche s'ouvrait et se fermait dans ce mouvement spécifique, laborieux et muet, d'un homme arrivé au point où le langage est devenu inadéquat face aux exigences de la situation. Un homme qui avait passé sa vie professionnelle dans la monnaie confiante de l'argent des autres et qui venait de découvrir que le compte était vide et que les frais de découvert étaient d'ordre pénal. Il avait voulu un bateau. Un Saint-Sécaire de 20 mètres avec un pont en teck, une place à quai en Méditerranée et un nom qui annonçait sa propre vision de son destin. Il se retrouvait avec une mise en examen pour fraude, une ordonnance de gel des avoirs et 60 minutes pour emballer un costume anthracite froissé. Je me tenais près de la fenêtre. Je ne m'étais pas tenu devant cette fenêtre sans aide depuis 3 semaines, n'ayant pas fait confiance à la combinaison de mon équilibre post-AVC et de la fierté spécifique requise pour feindre la stabilité devant des gens qui guettaient son absence. Mais plus personne ne guettait cela désormais. La pièce s'était réorganisée autour d'un axe entièrement différent. J'ai resserré mon gilet de laine contre la fraîcheur du matin et j'ai regardé en bas, vers l'allée. Christophe était là, se dirigeant vers le fourgon de police avec la posture diminuée et repliée d'un homme vidé de sa substance, le costume anthracite tombant différemment de ce matin, l'inclinaison confiante vers l'avant totalement absente, remplacée par la forme contractée, épaules rentrées, de quelqu'un essayant d'occuper moins d'espace que son corps n'en exigeait. Le consultant en investissement prospère s'était réduit à quelque chose de beaucoup plus petit. Il plan right. Non pas ce simulacre calculé et intéressé qu'il avait construit pour la caméra de son téléphone lors de mes premiers jours de retour, mais de ce genre de pleurs involontaires et pénibles, les pleurs d'un homme confronté, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte, à l'échec complet et sans ambiguïté de la machinerie qu'il utilisait pour naviguer dans le monde. J'observais sans malice. Sans triomphe, à proprement parler. Ce que je ressentais à cette fenêtre était quelque chose de plus spécifique et de plus durable. La satisfaction particulière est posée d'un audit qui arrive à sa conclusion correcte après un examen long et complexe. Les chiffres, enfin, étaient exacts. Élodie était sur le seuil, sa voix atteignant des registres que je ne lui avais jamais entendus, le ton professionnel, plat et contrôlé, entièrement abandonné au profit de quelque chose de beaucoup plus brut et de beaucoup moins composé. Elle hurlait à propos de ses perles. Le rang de perles lourdes qu'elle portait comme un élément fixe de sa représentation, celle qu'elle arborait pendant 3 semaines tout en dépouillant mon histoire de ses murs, faisait apparemment l'objet d'une contestation. J'espérais que Maître N. Les véhicules de police sont descendus dans l'allée et se sont engagés sur la route privée. Le son des sirènes a diminué par degrés, puis elles se sont tues, et le matin de Neuilly s'est installé sur le domaine Beaumont dans ce silence spacieux et particulier qui suit le départ d'une perturbation enfin résolue. Ce n'était pas le calme agité des 3 dernières semaines. Ce silence comprimé et vigilant d'une maison sous occupation, tendu par le bruit de pas du mauvais côté de chaque porte. C'était différent. C'était le silence propre et ouvert d'un grand livre vide. Les fusains de Montmartre étaient de retour sur leur crochet avant midi. L'associée de Maître Henderson, une jeune femme précise munie d'un porte-bloc et d'une connaissance parfaite des protocoles des maisons de vente, avait entamé le processus de récupération des objets étiquetés et catalogués dès que le domaine avait été évacué. Plusieurs pièces avaient déjà été transportées vers un centre de stockage. Celle-là demanderait des démarches supplémentaires. Mais les croquis de Montmartre, le cadeau d'anniversaire de François, ce qu'il avait ramené de Paris lui-même, n'avaient pas encore quitté la maison. Ils avaient été récupérés dans une pièce de transit près de la cuisine, les autocollants orange, lot 14, retirés avec un solvant ne laissant aucun résidu sur le verre. Ils étaient de nouveau sur le mur, près de la fenêtre et, quand je suis entré dans la salle à manger, la table était dressée avec l'argenterie de famille, le service complet,
Les pièces qui habitaient le buffet depuis notre mariage et qui n'étaient utilisées que pour les occasions que François et moi jugions dignes. Ce qui, vers la fin, incluait n'importe quelle soirée où nous avions envie de les utiliser. Les chandeliers étaient allumés, ce qui était l'œuvre de Geneviève. Geneviève a toujours cru que la lumière des bougies n'est pas une exigence pour les grandes occasions, mais une norme de base pour une vie digne. Et en ce matin particulier, je n'étais pas d'humeur à contester ce point. Devant moi, sur la table, reposait une assiette de homard poché avec son beurre fondu, le homard commandé par Geneviève à la poissonnerie du centre-ville 3 jours plus tôt, lorsqu'elle avait été suffisamment confiante dans le calendrier pour commencer à planifier l'après-coup. La confiance de Geneviève dans mes plans avait toujours dépassé la mienne dans les moments où j'avais le plus besoin que quelqu'un d'autre y croie. Le beurre était tiède. Le homard était parfait. La salle à manger sentait le beurre fondu, la cire de bougie, et de manière ténue, sous tout le reste, le vieux cèdre des boiseries et cette odeur de papier particulière des livres de la bibliothèque adjacente, l'odeur de ma vie, revenue à elle-même. J'ai saisi mon stylo en or. Mon journal personnel était ouvert devant moi, celui relié en cuir que François m'avait offert pour notre 40e anniversaire, celui que j'utilisais pour mes notations professionnelles privées depuis sa mort. Pas un journal intime. Le grand livre privé d'une auditrice, des entrées faites de ma petite écriture précise, consignant des conclusions et la note occasionnelle sur des questions nécessitant un suivi. J'ai rédigé une dernière entrée pour cet examen. L'écriture n'était pas la performance tremblante et crispée de la femme en réanimation. C'était l'écriture de Madeleine Beaumont, contrôlée, précise, chaque lettre pleinement formée et correctement espacée, l'écriture d'une femme qui sait que la documentation n'est pas une formalité, mais le compte-rendu permanent de ce qui est vrai. Active Recoveries. Passive Salamines. Comptes équilibrés. J'ai posé le stylo sur le linge blanc. À l'extérieur des fenêtres de la salle à manger, le matin était pleinement là, la lumière d'hiver trouvant le jardin, les arbres nus jetant leurs ombres longues et spécifiques sur la pelouse, le domaine se tenant dans sa vieille autorité tranquille, inchangé par ce qu'il avait traversé. J'avais été auditrice judiciaire pendant 40 ans. J'avais examiné les vies financières de multinationales, de successions, de trusts et d'individus. J'avais tracé l'argent à travers les obscurcissements délibérés de gens qui croyaient que la complexité était synonyme d'invisibilité, que le volume était synonyme de légitimité, que la confiance d'un parvenu social était synonyme de la solidité d'une fondation. Ce n'était jamais le cas. Les chiffres arrivaient toujours à leur véritable total, avec suffisamment de temps et d'attention. Chaque registre, examiné avec assez de soin, révélait non seulement ce qui avait été consigné, mais aussi ce qui avait été omis, et c'était toujours dans les omissions que la vérité attendait. Je suis l'auditrice de ma propre vie. J'ai pris ma fourchette. Le homard était exceptionnel. Le beurre avait exactement la bonne consistance. L'argent était lourd et familier dans ma main, et les bougies projetaient le genre de lumière qui montre une pièce telle qu'elle est réellement, plutôt que telle que l'anxiété la fait paraître. J'ai mangé lentement, dans le silence propre d'une maison qui m'appartenait à nouveau, dans la lumière matinale d'un jour que je n'avais pas été certaine d'atteindre, et je me suis autorisé la satisfaction pleine, entière et durement gagnée de comptes qui sont enfin, totalement et magnifiquement équilibrés. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci d'être resté jusqu'au bout, la plupart des gens s'enfuient avant que l'addition ne tombe. Mais ici, l'addition finit toujours par tomber. Ce qui a commencé par l'humiliation et le manque de respect s'est terminé avec des preuves, la vérité et un prix à payer qu'ils n'ont jamais vu venir. Si vous voulez d'autres histoires où le karma frappe sans pitié, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle a été la chose la plus révoltante qu'ils aient faite selon vous? Qu'est-ce qui a franchi la ligne rouge pour vous?